Ils sont entrés sans attendre que je les invite. Comme s'ils étaient déjà chez eux. Adrien a posé son regard sur chaque meuble du salon, évaluant, calculant. Soyons clairs, Geneviève, a-t-il dit d'une voix sans chaleur. 5 ans de mariage, ça ne vous donne aucun droit sur ce qui appartient à notre père depuis toujours. Nous voulons l'entreprise, les biens, les comptes en banque. Tout. Laurence a hoché la tête, un sourire froid aux lèvres. Papa nous aimait. C'était notre père avant d'être votre mari. Pas une larme, pas un tremblement dans la voix. Seulement cette certitude arrogante que tout leur revenait de droit. J'ai agrippé le dossier du canapé pour ne pas vaciller. À 62 ans, je suis celle qui a tenu la main d'Henri jusqu'à son dernier souffle. Je vais vous raconter comment j'ai répondu à leurs exigences en leur offrant précisément ce qu'ils réclamaient avec tant d'avidité. Si cette histoire vous intrigue, abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. Et dites-moi en commentaire. Avez-vous déjà été confronté à une avidité qui efface tout chagrin? Nous aimerions savoir de quel coin de France ou d'ailleurs vous nous écoutez. C'est à cet instant précis que j'ai entendu leurs pas résonner dans le couloir. Des pas lourds, précipités, presque impatients. Puis des coups secs contre la porte, comme si on exigeait déjà l'entrée. Mon cœur s'est contracté dans ma poitrine. Je savais exactement qui se tenait de l'autre côté. J'ai ouvert lentement, le souffle court. Devant moi se dressaient Adrien et Laurence, issus du premier mariage d'Henri. Adrien, 38 ans, grand, le visage taillé à la serpe, portait un costume sur mesure dont le tombé trahissait un tailleur de la place Vendôme. Ses yeux, d'un gris métallique, me scrutaient sans la moindre chaleur. À ses côtés, Laurence, 35 ans, impeccable dans un tailleur Chanel noir, un sac Hermès à l'épaule. Son maquillage était irréprochable, pas une mèche ne dépassait. Elle me toisait avec ce mélange caractéristique de dédain et d'urgence contenue. « Bonjour, Geneviève », a lâché Adrien d'une voix plate, sans une once d'émotion. Pas de condoléances. Pas d'étreinte. Pas même un simulacre de compassion. « Adrian. Lawrence. » ai-je murmuré, la gorge nouée. Ils sont entrés sans attendre que je les y invite, comme s'ils étaient déjà propriétaires des lieux. Laurence a balayé le salon du regard, évaluant chaque meuble, chaque tableau, chaque bibelot avec la précision d'un commissaire-priseur. Adrien s'est planté au milieu de la pièce, bras croisés. « Nous devons parler », a-t-il déclaré sans même proposer de s'asseoir. De l'héritage de papa. Le mot m'a frappé comme une gifle. Henri n'était même pas encore enterré. Son corps reposait encore à la chambre funéraire et déjà il parlait succession. « Votre père vient de nous quitter », ai-je commencé d'une voix tremblante. La vie continue, mais... Laurence m'a coupé net, le ton sec. Papa possédait beaucoup de choses. L'entreprise Morel, les appartements, les comptes à l'étranger. Nous voulons savoir ce qui nous revient de droit. Ce qui vous revient. Ai-je répété, incrédule, sentant le sol vaciller sous mes pieds. Adrien s'est avancé d'un pas. Son regard était dur, sans pitié. Soyons clairs, Geneviève. Vous avez été mariée à notre père pendant 5 ans. 5 petites années. Nous sommes ses enfants. Nous avons 38 et 35 ans d'histoire avec lui. Nous voulons tout. Laurence a croisé les bras, un sourire froid aux lèvres. L'entreprise, les biens immobiliers, les comptes bancaires. Tout ce qui appartenait à papa. Je les regardais, incapable de répondre. La douleur dans ma poitrine était physique, comme un étau qui se resserrait à chaque seconde. Chaque mot qu'il prononçait était une lame qui s'enfonçait un peu plus profondément. « Et si vous essayez de nous en empêcher ?» a repris Adrien d'un ton menaçant. « Nous irons devant les tribunaux. Nous avons déjà contacté un avocat. » Laurence a laissé échapper un petit rire sec. « Papa n'aurait pas voulu que vous gardiez tout pour vous. Il nous aimait. C'était notre père avant d'être votre mari. » Mes jambes tremblaient. Je me suis agrippée au dossier du canapé pour ne pas m'effondrer. Le monde autour de moi semblait se rétrécir, les murs se rapprocher. « Vous avez jusqu'à demain pour réfléchir », a conclu Adrien en se dirigeant vers la porte. « Ensuite, nous lancerons la procédure. » Ils sont partis aussi brusquement qu'ils étaient arrivés. La porte a claqué derrière eux avec une violence qui a fait vibrer les vitres. Je me suis laissé tomber sur le canapé, le corps secoué de tremblements. Les larmes coulaient sans bruit sur mes joues.
Comment pouvaient-ils être aussi cruels? Leur propre père venait de mourir et leur seule pensée était l'argent. J'ai levé les yeux vers la photo d'Henri posée sur la console. Son sourire calme, ses yeux pleins de tendresse. Qu'est-ce que je dois faire? Ai-je murmuré dans le vide. Mais Henri ne pouvait plus me répondre. La pluie continuait de tomber sur Paris, tambourinant contre les fenêtres comme un reproche incessant. Moi, je restais là, seul, brisé, ne sachant plus comment affronter ce qui m'attendait. Les jours suivants ont été un cauchemar éveillé. Je ne dormais plus. Je ne mangeais presque rien. L'appartement, qui avait été notre refuge pendant tant d'années, s'était transformé en prison. Chaque fois que mon regard se posait sur un meuble, un tableau, un objet chargé de souvenirs, je me demandais si Adrien et Laurence viendraient bientôt me l'arracher. Tout ce qui m'entourait me rappelait Henri. Et maintenant, ces enfants voulaient tout emporter. J'ai passé des nuits entières recroquevillé dans notre lit, le côté d'Henri désespérément vide et froid. Son oreiller ne portait déjà plus son odeur. Une semaine après leur visite, une lettre recommandée est arrivée. L'enveloppe était épaisse, le papier luxueux. Maître Lefebvre. Le nom était gravé en lettres dorées. Le texte était bref, glacial, juridique. Il réclamait l'intégralité de la succession. Il contestait le testament. Il m'accordait 2 semaines pour trouver un arrangement amiable, faute de quoi une procédure judiciaire serait engagée. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'asseoir pour ne pas tomber. C'est ce jour-là que j'ai appelé Maître Valadier. Mon avocat, un homme élégant d'une 60aine d'années, aux lunettes fines et au regard perçant. Nous nous sommes retrouvés dans son bureau près de la place des Vosges. Une pièce aux boiseries sombres, aux bibliothèques remplies de codes et de recueils reliés, avec une large fenêtre donnant sur les toits de Paris. Il a lu la lettre de Maître Lefebvre, puis a relevé les yeux vers moi. Geneviève, ils n'ont aucun droit légal sur l'essentiel de l'héritage, a-t-il déclaré d'une voix ferme. Henri a rédigé un testament en bonne et due forme. Il veut à tout léguer. Mais ce sont ses enfants, ai-je murmuré, la voix brisée. Des enfants qui ne lui ont plus parlé pendant des années, a répliqué Maître Valadier en ôtant ses lunettes. Henri m'a tout raconté. Ils l'ont abandonné après le divorce. Ils ne sont réapparus que lorsqu'ils ont appris qu'il avait fait fortune. C'était vrai. Henri me l'avait confié à plusieurs reprises. Adrien et Laurence avaient pris le parti de leur mère lors de la séparation. Ils avaient rompu tout contact avec leur père pendant près de 10 ans. Ce n'est que lorsque l'entreprise Morel avait commencé à prospérer, quand les revues économiques avaient présenté Henri comme un self-made man, qu'ils étaient revenus frapper à sa porte. Vous devez vous battre, a insisté Maître Valadier. L'entreprise vaut plusieurs millions d'euros. Les appartements à Paris, les comptes. Henri a travaillé toute sa vie pour construire cela. Il voulait que vous en bénéficiez. Je regardais par la fenêtre. La silhouette de la tour Eiffel se dressait au loin, majestueuse et indifférente au drame qui se jouait en contrebas. Maître Valadier, ai-je dit lentement, donnez-leur tout. Le silence qui a suivi était assourdissant. Pardon? A-t-il demandé, convaincu d'avoir mal entendu. Donnez-leur tout. L'entreprise, les appartements, les comptes. Tout. Maître Valadier s'est levé d'un bond, le visage marqué par l'incrédulité et une pointe de colère. Vous ne pouvez pas être sérieuse. Après tout ce qu'il a fait pour vous, après la façon dont il vous a aimé? Je suis très sérieuse, ai-je répondu d'une voix calme, presque détachée. Geneviève, écoutez-moi, a-t-il repris en s'approchant. Si vous abandonnez maintenant, vous n'aurez rien. Rien du tout. Vous avez 62 ans. Comment comptez-vous vivre? J'ai esquissé un sourire faible. J'ai mes économies. Un petit appartement que je possédais avant de rencontrer Henri. Je survivrai. Survivre? A-t-il explosé? Vous devriez vivre. Henri voulait que vous viviez confortablement. Henri est mort, ai-je murmuré, sentant les larmes monter malgré moi. Et je ne veux pas passer les années qu'il me reste à me battre contre ses enfants. Maître Valadier m'a regardé longuement, puis s'est rassis, vaincu. Vous faites une terrible erreur, a-t-il murmuré. Peut-être, ai-je admis. Mais c'est ma décision. Il a hoché la tête, résigné. Très bien. Je vais préparer les documents de renonciation. Mais je vous en supplie, Geneviève, réfléchissez encore. Je suis sorti de son bureau le cœur lourd.
En marchant dans les rues de Paris, je me demandais si j'avais pris la bonne décision. Peut-être que maître Valadier avait raison. Peut-être que j'étais folle. Mais je me souvenais des derniers jours d'Henri, de sa main serrant la mienne, de ses derniers mots murmurés à mon oreille, et je savais que je faisais exactement ce qu'il fallait. 2 semaines plus tard, maître Valadier m'a appelé. Les documents étaient prêts. Il avait contacté maître Lefebvre. Une audience avait été fixée au palais de justice. Ils sont très contents, m'a-t-il dit d'une voix amère. Adrien et Laurence pensent qu'ils ont gagné. Tant mieux, ai-je répondu simplement. Geneviève, a commencé maître Valadier, ne dites rien. Je l'ai interrompu doucement. Faites simplement ce que je vous ai demandé. Il a soupiré longuement. D'accord. L'audience est dans 3 jours. J'ai raccroché le téléphone et je me suis laissé tomber dans le fauteuil du salon. La photo d'Henri, posée sur la cheminée, semblait me regarder avec cette douceur qu'il avait toujours eue pour moi. Bientôt, mon amour, ai-je murmuré dans le silence. Bientôt, ils comprendront. La pluie reprenait sur Paris, fine et obstinée, mais pour la première fois depuis des semaines, mes yeux restaient secs. Je n'avais plus besoin de pleurer. Ies savais. Je savais ce qu'Henri m'avait confié dans ces derniers instants, ce secret qu'Adrien et Laurence ignoraient totalement. Dans 3 jours, au tribunal, tout serait révélé. Le jour de l'audience est arrivé un matin de novembre glacial. Le ciel était d'un gris lourd, presque métallique, chargé de nuages bas qui semblaient prêts à crever. J'ai choisi mes vêtements avec soin, une robe noire toute simple, un manteau en cachemire discret, des chaussures plates. Aucun bijou. Aucun maquillage appuyé. Je voulais apparaître exactement telle que j'étais à leurs yeux, une veuve usée, écrasée par le deuil, une femme qui avait déjà capitulé. Maître Valadier est venu me chercher en taxi. Pendant le trajet, il a tenté une dernière fois de me raisonner. Geneviève, il n'est pas trop tard. Nous pouvons encore. J'ai posé ma main sur son bras. Non. Nous allons jusqu'au bout. Il a secoué la tête, les lèvres pincées, et n'a plus prononcé un mot jusqu'à notre arrivée. Le palais de justice se dressait devant nous, imposant, avec ses colonnes de pierre pâle et ses hautes portes ornées. Des avocats en robe noire traversaient la cour, dossier sous le bras, pressés et silencieux. À l'intérieur flottait cette odeur familière, encre fraîche, vieux papier, cire d'abeille et un soupçon de bois ciré. Nous avons franchi le seuil de la salle d'audience. Une pièce haute de plafond, austère, éclairée par une lumière froide qui tombait des fenêtres étroites. Les bancs en bois sombre luisaient faiblement. Adrien et Laurence s'étaient déjà installés de l'autre côté. Adrien portait un costume 3 pièces anthracite, impeccablement coupé, les cheveux lissés en arrière. Son visage affichait une satisfaction contenue, presque gourmande. Laurence, en tailleur crème très clair, arborait un sourire victorieux. Quand nos regards se sont croisés, elle n'a même pas détourné les yeux. Son mépris était si dense qu'il semblait palpable. À leur côté se tenait maître Lefebvre, leur avocat, un homme d'une 40aine d'années, bronzé artificiellement, les dents d'un blanc éclatant, une montre Patek Philippe qui captait la lumière à chaque geste. Il respirait l'assurance et une arrogance tranquille. Je me suis assise à ma place, maître Valadier à mes côtés. Mes mains tremblaient légèrement non de peur, mais d'anticipation. La juge est entrée. Une femme d'une 50aine d'années, cheveux gris tirés en chignon strict, lunettes perchées sur le bout du nez. Son expression était impassible, presque minérale. Affaire Morel contre le maître. Succession de monsieur Henri Morel. Elle a pris les documents posés devant elle et a commencé à lire d'une voix nette. Madame Geneviève Lemaître, épouse en seconde noces du défunt, a déclaré renoncer volontairement à l'intégralité de la succession au profit des enfants du défunt, monsieur Adrien Morel et madame Laurence Morel. Est-ce exact? Je me suis levée. La gorge serrée, mais la voix ferme. C'est exact, madame la juge. Adrien et Laurence ont échangé un regard rapide. Le sourire de Laurence s'est élargi, presque triomphant. La juge s'est tournée vers eux. Monsieur Adrien Morel et madame Laurence Morel, acceptez-vous cette renonciation et l'héritage dans son intégralité? Adrien s'est levé d'un mouvement vif. Nous l'acceptons, madame la juge. Sans aucune réserve, a ajouté Laurence en se levant à son tour,
le ton presque joyeux. Si cette histoire vous captive, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de laisser un petit pouce bleu. Cela aide énormément la chaîne à continuer. Merci du fond du cœur. La juge a hoché la tête et a fait signe à maître Valadier. Madame le maître, veuillez signer ici, ici et là. Maître Valadier m'a tendu les documents. Sa main tremblait imperceptiblement. Il m'a lancé un dernier regard, une question muette dans les yeux. J'ai pris le stylo. J'ai signé chaque page lentement, posément. Ma signature, Geneviève Lemaître, s'inscrivait en bleu profond sur le papier blanc. De l'autre côté, j'entendais Laurence murmurer quelque chose à l'oreille d'Adrien. Il a laissé échapper un petit rire étouffé. J'ai terminé. Maître Valadier a récupéré les feuillets et les a remis au greffier. Le greffier les a transmis à maître Lefebvre. C'est là que tout a basculé. Maître Lefebvre a saisi les documents d'un geste assuré, presque désinvolte. Il a commencé à les parcourir, sans doute pour vérifier que tout était en règle. Son regard glissait sur la première page, puis la seconde, puis la troisième. Soudain, son visage s'est figé. La couleur a déserté ses joues. Ses yeux se sont agrandis. Sa bouche s'est entr'ouverte. « Attendez » a-t-il murmuré, la voix étranglée. Adrien a froncé les sourcils. « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a » Maître Lefebvre relisait frénétiquement, page après page, de plus en plus vite. Ses mains se sont mises à trembler. « Il y a un problème » a-t-il articulé d'une voix blanche. Laurence s'est penchée vers lui, agacée. « Quel problème? Tout est signé. » Non. Maître Lefebvre a levé les yeux vers elle. Son visage était livide, perlé de sueur. L'héritage n'est pas. Parlas Clarement, a boy Adrian. Maître Lefebvre a pris une profonde inspiration et a lu à voix haute, la voix cassée. L'entreprise Morel et Associés, ainsi que l'ensemble des biens immobiliers et comptes bancaires listés en annexe, font l'objet de dettes cumulées s'élevant à 4 700 000 €. Un silence absolu s'est abattu sur la salle. On aurait pu entendre une aiguille tomber. Quoi? A soufflé Laurence, le visage pétrifié. Maître Lefebvre continuait, la voix montant dans les aigus. Ces dettes incluent un prêt bancaire auprès de la Société Générale, capital restant dû, 2 millions d'euros, avec clause de remboursement immédiat en cas de décès du souscripteur. Arriérés fiscaux auprès de la Direction Générale des Finances Publiques, 900 000 €, majorés de pénalités de retard. Procédure judiciaire en cours pour licenciements abusifs intentés par 3 anciens salariés, montant réclamé, 500 000 €, jugement de première instance favorable aux plaignants. Créances impayées auprès de fournisseurs. Penalities contractuals. Hypothèque sur plusieurs biens immobiliers. Julien Adrien a arraché les papiers des mains de son avocat. Ses yeux balayaient les lignes à toute vitesse. Non. Non. Ce n'est pas possible. Laurence s'est levée d'un bond, sa chaise a grincé violemment contre le parquet. C'est. Papa était riche. L'entreprise valait des millions. Maître Lefebvre, le teint cireux, a poursuivi d'une voix à peine audible. Il y a beaucoup plus. Maître Valadier s'est levé lentement, les mains croisées dans le dos, la voix calme et mesurée. Le patrimoine net de monsieur Henri Morel est négatif de près de 5 millions d'euros. En acceptant la succession sans réserve ni inventaire préalable, comme vous venez de le faire devant cette juridiction, vous acceptez également l'intégralité du passif. Adrien a laissé tomber les documents. Son visage était décomposé. Mais, on peut refuser, on peut annuler. Maître Valadier a secoué la tête. Trop tard. L'acceptation pure et simple est irrévocable. Article 785 du Code civil. La juge, qui était restée silencieuse jusque-là, a repris la parole d'une voix ferme. Maître Valadier a raison. Vous êtes désormais tenu des dettes du défunt. Laurence s'est tournée vers moi, le visage tordu par la rage et l'incompréhension. Vous saviez. Vous saviez. Je l'ai regardé calmement. Pour la première fois depuis des semaines, une paix profonde m'envahissait. Oui. Yes. Adrien s'est avancé d'un pas, les poings serrés. Vous nous avez piégés. C'est de la fraude. Maître Valadier s'est interposé immédiatement. Monsieur, restez à votre place. Il s'est tourné vers Maître Lefebvre. Il n'y a aucune fraude.
Madame le maître a simplement accédé à la demande expresse de vos clients. Il voulait tout. Elle leur a donné exactement ce qu'ils réclamaient. Mais elle ne nous a pas informés des dettes, a crié maître Lefebvre, désespéré. Elle n'en avait aucune obligation légale, a rétorqué maître Valadier d'un ton glacial. Les héritiers ont le devoir de procéder à leur propre vérification avant d'accepter une succession. Vous le savez parfaitement. Maître Lefebvre s'est effondré sur sa chaise, anéanti. La juge a frappé son marteau. L'audience est close. La succession est réglée conformément à la loi. Elle s'est levée et a quitté la salle. Laurence s'est tournée vers moi, des larmes de fureur roulant sur ses joues. Nous allons être ruinés. Vous comprenez ça? Ruins. Je me suis levé lentement. J'ai pris mon sac et j'ai marché vers la sortie. Mais avant de franchir la porte, je me suis arrêté et je me suis retourné vers eux. Henri m'a tout expliqué avant de mourir, ai-je dit d'une voix douce mais ferme. Il m'a raconté comment l'entreprise s'effondrait peu à peu. Comment il avait accumulé ses dettes pour tenter de la sauver. Comment le stress l'avait rongé jusqu'à le rendre malade. J'ai marqué une pause, les regardant tour à tour. Il m'a aussi raconté comment vous l'aviez abandonné après son divorce. Comment vous n'aviez plus donné signe de vie pendant 10 ans. Comment vous n'étiez réapparu que lorsque les journaux avaient parlé de sa fortune. Comment avez-vous pu ne jamais lui demander comment il allait, mais seulement combien il possédait. Adrien a ouvert la bouche pour protester. Aucun son n'est sorti. Vous vouliez tout, ai-je poursuivi d'une voix égale. Vous l'avez répété sans cesse. Nous voulons tout. Eh bien, félicitations. Vous avez tout. L'entreprise en faillite. Les biens hypothéqués. Les dettes qui s'élèvent à près de 5 millions d'euros. Tout. Laurence sanglotait maintenant à découvert, les épaules secouées. Vous nous avez détruits. A-t-elle murmuré entre deux hoquets. J'ai secoué la tête lentement. Non. C'est votre propre avidité qui vous a détruit. Henri le savait. C'est pour cette raison qu'il m'a fait promettre de ne pas résister. De vous laisser prendre exactement ce que vous exigiez. J'ai marqué une dernière pause, les regardant tour à tour. Il voulait que vous receviez une leçon. J'espère que vous l'avez comprise. Puis je suis sorti de la salle d'audience. Derrière moi résonnaient les cris étouffés d'Adrien et les sanglots de Laurence. Je n'ai pas tourné la tête. Je suis descendu les marches du palais de justice d'un pas mesuré. L'air froid de novembre me cinglait le visage. Je m'en moquais. Pour la première fois depuis la mort d'Henri, je respirais vraiment. Maître Valadier m'a rejointe sur le parvis. Un sourire discret flottait au coin de ses lèvres. Vous m'avez surpris, Geneviève. Je dois l'admettre. Vous pensiez vraiment que j'étais folle de tout leur donner? Ai-je demandé. J'en étais convaincue, jusqu'à ce que je relise en détail tous les documents qu'Henri avait préparés. Alors j'ai compris. Nous avons marché en silence jusqu'à un petit café sur la place Dauphine. Nous nous sommes installés en terrasse malgré le vent glacé. J'ai commandé un chocolat chaud. La tasse brûlante entre mes mains me réconfortait. Henri vous a tout expliqué avant de partir? A demandé maître Valadier. J'ai hoché la tête. Les dernières semaines ont été terribles. Le cancer le dévorait de l'intérieur. Mais ce qui le faisait le plus souffrir, c'était l'effondrement de son entreprise. J'ai bu une gorgée. La chaleur s'est répandue lentement en moi. Il me racontait tout. Comment il avait tenté de sauver Morel et associés. Comment il avait contracté emprunt sur emprunt. Comment il avait hypothéqué chaque bien pour gagner du temps. Pourquoi n'a-t-il rien dit à ses enfants? Parce qu'ils ne lui ont jamais posé la question. Adrien et Laurence ne venaient le voir que pour parler d'argent. Pour savoir combien valait l'entreprise. Combien ils hériteraient. Jamais ils ne lui ont demandé comment il se sentait. Maître Valadier a secoué la tête. L'avidité rend aveugle. Henri me l'a dit la veille de sa mort, ai-je continué, sentant les larmes monter malgré moi. Il m'a fait promettre de ne pas me battre. De leur donner exactement ce qu'ils réclamaient. J'ai essuyé mes yeux avec un mouchoir en papier. Au début, je ne comprenais pas. Je pensais que les médicaments le faisaient délirer. Mais il était parfaitement lucide. Terriblement lucide. Il voulait leur donner une leçon, a murmuré maître Valadier. Oui. Il disait. Laisse-les prendre ce qu'ils désirent si fort. Laisse-les découvrir que derrière l'illusion de la richesse, il n'y a que des dettes et des ruines. Nous sommes restés silencieux un long moment,
regardant les passants pressés traverser la place. Et vous, Geneviève? Comment allez-vous vivre maintenant? J'ai souri doucement. Henri a pensé à tout. Il a protégé ce qui comptait vraiment. Comment? Notre petite maison en Provence. Il l'a mise à mon nom il y a 2 ans, bien avant que l'entreprise ne commence à s'effondrer. Légalement, elle n'a jamais fait partie de son patrimoine. Maître Valadier a souri à son tour, un sourire malin. Il a également ouvert un compte d'épargne à votre nom. Rien de spectaculaire, mais suffisant pour vivre modestement jusqu'à la fin de vos jours. Donc je suis protégée. Oui. Pendant qu'Adrien et Laurence couraient après des millions imaginaires, Henri s'assurait que vous auriez de quoi vivre simplement, mais dignement. J'ai terminé mon chocolat chaud. Ce n'est pas une fortune. Juste une petite maison au soleil, un jardin où faire pousser des tomates et des herbes, assez d'argent pour ne manquer de rien. C'est déjà bien plus que ce qu'ils auront, a remarqué Maître Valadier. Ils auront des dettes pour le reste de leur vie. Les banques vont les poursuivre. Ils devront vendre leurs propres biens, leurs appartements, leurs voitures, tout pour commencer à rembourser. Vous ne ressentez aucune pitié? J'ai réfléchi un instant. Peut-être un peu. Ce sont quand même les enfants d'Henri. Mais ils ont fait leur choix. Ils auraient pu attendre. Poser des questions. S'intéresser à lui. Au lieu de cela, ils voulaient tout, tout de suite. Maître Valadier a demandé l'addition. Allez-vous faire maintenant? Quitter Paris. M'installer en Provence. Vivre simplement. Me souvenir d'Henri sans que tout me rappelle sa mort. C'est une sage décision. Nous nous sommes levés. Il m'a serré la main avec chaleur. Ce fut un honneur de vous représenter, Geneviève. Vraiment. Merci à vous, maître. Pour tout. Il est parti d'un côté. Moi de l'autre. En marchant dans les rues de Paris, je me sentais plus légère. Comme si un poids énorme venait enfin de se détacher de mes épaules. Je suis retournée à l'appartement du boulevard Raspail. J'ai regardé autour de moi, les meubles anciens, les tableaux, les objets de valeur. Tout cela appartenait désormais à Adrien et Laurence. Enfin, techniquement. En réalité, tout appartenait aux banques et aux créanciers. J'ai pris la photo d'Henri sur la cheminée. C'est la seule chose que j'ai emportée. On rentre à la maison, mon amour, ai-je murmuré en regardant son sourire. J'ai appelé une entreprise de déménagement. J'ai fait mes valises, mes vêtements, quelques livres, des souvenirs personnels. Rien de valeur marchande. 3 jours plus tard, j'étais dans le TGV pour Aix-en-Provence. Le train filait à travers la campagne. Par la fenêtre défilaient les champs d'hiver nus, les petits villages aux toits de tuiles, les collines lointaines. Paris s'éloignait derrière moi. Avec Paris, toute cette histoire douloureuse. La photo d'Henri était posée sur mes genoux. De temps en temps je la regardais. Chaque fois, une bouffée de tendresse mêlée de tristesse me traversait. Tu aurais été fier de moi. J'ai fait exactement ce que tu m'as demandé. Une vieille dame assise en face de moi m'a souri gentiment. Vous parlez à votre mari? A-t-elle demandé en remarquant la photo. Oui. Il est parti il y a peu de temps. Quelques semaines. Oh. Je suis désolée. Merci. Mais il est en paix maintenant. Et moi aussi, je commence à l'être. Nous avons discuté un moment. Elle s'appelait Marguerite. 70 ans. Elle rentrait à Marseille après avoir rendu visite à sa fille à Paris. La vie est étrange, a-t-elle dit. On passe des années à construire, à accumuler, à posséder. Et à la fin, qu'est-ce qui reste vraiment? L'amour, ai-je répondu. C'est tout ce qui reste. Le reste n'est que du vent. Elle a hoché la tête, les yeux brillants. Vous avez raison. Vous êtes une femme sage. Quand le train est arrivé à Aix-en-Provence, je me sentais étrangement sereine. J'ai pris un taxi jusqu'au petit village de Lourmarin, au pied du Luberon. La maison d'Henri, ma maison maintenant, était exactement comme dans mes souvenirs. Une bastide en pierre blonde, volets bleu pastel, entourée d'oliviers centenaires et de champs de lavande endormis pour l'hiver. Henri l'avait acheté 3 ans plus tôt, quand nous avions décidé de passer nos étés là-bas. C'était notre refuge. Notre petit paradis. J'ai ouvert la porte. L'odeur de pierre ancienne, de bois ciré et de thym séché m'a enveloppé. Tout était resté tel quel,
Les meubles simples en bois clair, le canapé usé par les ans, la cuisine rustique avec ses tomates anciennes. Rien de luxueux. Rien de clinquant. Juste une vraie maison. Je me suis assise sur la terrasse. Le soleil de l'après-midi caressait mon visage. Au loin, les collines du Luberon se découpaient sur un ciel limpide. J'ai fermé les yeux. J'ai respiré profondément. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais chez moi. Les semaines suivantes ont été un lent processus de reconstruction. Je réapprenais à vivre seul. À vivre pour moi. Chaque matin, je me levais tôt. Je buvais mon café sur la terrasse en regardant le soleil se lever derrière les collines. Je travaillais dans le jardin. Je plantais des légumes, je taillais les rosiers, je désherbais les allées de gravier. Les voisins étaient accueillants. Madame Blanc, une veuve de 75 ans, m'apportait des pots de confiture maison abricots, figues, thym citron. Monsieur Perrin, le boulanger du village, me gardait toujours une baguette croustillante et un pain aux olives. Petit à petit, je reconstruisais ma vie. Un mois après mon arrivée, une lettre de maître Valadier est arrivée. Il m'informait qu'Adrien et Laurence avaient tenté de contester la succession. Leur recours avait été rejeté. Ils étaient légalement et définitivement responsables des dettes. L'entreprise Morel et Associés avait été placée en liquidation judiciaire. Les appartements parisiens et lyonnais avaient été saisis par les banques. Adrien et Laurence avaient dû vendre leurs propres biens pour commencer à rembourser. Ils vivaient désormais dans un petit appartement en banlieue parisienne. J'ai replié la lettre et je l'ai posée sur la table en bois. Y ne ressenteis ni joie ni tristesse. Juste une forme de justice tranquille. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de l'ordre. Ce soir-là, je suis monté au grenier. Henri y conservait des cartons de vieilles affaires. J'ai commencé à les trier. C'est là que j'ai trouvé son journal. Un cahier en cuir usé, rempli de son écriture fine et élégante. Les dernières pages dataient des semaines précédant sa mort. J'ai commencé à lire. Les larmes coulaient silencieusement sur mes joues. 15 septembre. Les médecins me donnent 3 mois, peut-être moins. La douleur est insupportable. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est de voir Geneviève essayer de rester forte pour moi. Elle mérite tellement mieux. 20 septembre. Adrien est venu aujourd'hui. Pas pour me voir. Pour me demander combien valait l'entreprise. Il n'a même pas remarqué que j'avais perdu 15 kilos. Il n'a pas vu les perfusions, les médicaments, les tuyaux. Il n'a vu que les euros. 30 septembre. J'ai tout raconté à Geneviève. Les dettes. L'effondrement. Elle a pleuré. Pas pour l'argent. Pour moi. Pour le stress qui me rongeait de l'intérieur. C'est à cet instant que j'ai su ce que je devais faire. 10 octobre. J'ai fait transférer la maison de Provence à son nom. Notre compte d'épargne aussi. Ce n'est pas une fortune, mais elle sera à l'abri. Le reste ira à Adrien et Laurence. Ils le veulent tant. Ils l'auront. Avec tout ce qui va avec. 15 octobre. Geneviève a promis de ne pas résister. De leur donner tout. Elle ne comprend pas encore pourquoi. Mais elle comprendra. Ma douce Geneviève. Mon dernier cadeau pour elle sera la paix. J'ai refermé le cahier. Incapable de continuer. Les sanglots m'ont secoué. Henri, mon Henri. Ai-je murmuré dans le silence du grenier. Les mois ont passé. L'automne a cédé la place à l'hiver. Puis le printemps est arrivé, chargé de couleurs et de parfums. Ma vie à Lourmarin avait trouvé son rythme. Paisible. J'avais rejoint un club de lecture au village. Le mercredi après-midi, je donnais des cours de français aux enfants de l'école primaire. Je travaillais dans le jardin, tomates, courgettes, herbes aromatiques. La douleur de la perte d'Henri était toujours présente, mais elle s'était adoucie. Moins tranchante. Je pouvais désormais penser à lui en souriant. Me souvenir des bons moments sans que mon cœur se brise à nouveau. Un après-midi d'avril, alors que je binais les plates-bandes, le portail a grincé. Je me suis redressée, surprise. Je ne recevais jamais de visites imprévues. Mon cœur s'est arrêté. C'était Laurence. Elle avait terriblement changé. Le visage creusé, les traits tirés. Les cheveux mal attachés. Un jean délavé, un pull en laine simple. Plus de tailleur Chanel. Plus de sac Hermès. Plus de maquillage parfait. Elle est restée immobile au bout de l'allée, les mains crispées sur son sac à dos. Bonjour, Geneviève,
a-t-elle dit d'une voix faible. Je me suis relevée lentement. J'ai ôté mes gants de jardinage. Lawrence. Comment as-tu trouvé cette adresse? Maître Valadier. Je lui ai dit que je devais vous voir. Nous nous sommes regardés en silence. Les cigales emplissaient l'air de leur chant incessant. Entre, ai-je fini par dire. Je vais faire du thé. Nous nous sommes installés sur la terrasse ombragée. J'ai servi le thé dans 2 tasses en faïence. Laurence regardait les collines, le jardin, la bastide simple aux volets bleus. C'est paisible ici, a-t-elle murmuré. Oui. C'est tout ce dont j'ai besoin. Elle a porté la tasse à ses lèvres. Ses mains tremblaient légèrement. Tu te demandes pourquoi je suis venue? Oui. Elle a posé la tasse. Ses yeux se sont remplis de larmes. Pour m'excuser. Je n'ai rien dit. J'ai attendu. Julien et moi, nous avons tout perdu. Nos appartements. Nos voitures. Nos économies. Nous remboursons encore les dettes de papa. Nous en avons pour des années. Je sais, ai-je répondu calmement. Julien ne me parle presque plus. Il me reproche d'avoir accepté l'héritage trop vite. Notre relation est détruite. Elle s'est essuyée les yeux du revers de la main. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est que j'ai compris. J'ai compris à quel point j'ai été horrible avec papa. Avec toi. Sa voix s'est brisée. J'ai passé des mois à relire les documents. À comprendre comment papa a lutté pour sauver l'entreprise. Comment il a contracté emprunt sur emprunt en espérant redresser la situation. Et pendant tout ce temps, pendant qu'il se battait, pendant qu'il mourait, je ne pensais qu'à l'argent. Les larmes coulaient librement sur ses joues. Je n'étais même pas là pendant ces derniers jours. Je n'étais pas là quand il avait besoin de moi. Je suis juste venue réclamer ma part. Elle a enfoui son visage dans ses mains. Je suis un monstre. Je suis restée silencieuse un long moment. J'ai laissé ses sanglots s'apaiser. Non, ai-je finalement dit. Tu n'es pas un monstre. Tu es humain. Imperfect. Avide. Comme nous le sommes tous à un moment ou à un autre. Elle a relevé la tête, surprise. Comment pouvez-vous être si gentil après ce que nous vous avons fait? Parce que la haine me détruirait. Henri ne voulait pas que je vive dans la haine. Il voulait que je vive en paix. J'ai pris une gorgée de thé. Il vous a donné une leçon, Laurence. Une leçon dure. Cruelle peut-être. Mais une leçon. Quelle leçon? A-t-elle demandé d'une voix brisée. Que l'argent ne fait pas le bonheur. Que l'avidité détruit tout. Que ce qui compte vraiment, c'est l'amour. La famille. Les moments partagés. Laurence a hoché la tête, pleurant toujours. Je l'ai compris trop tard. Il n'est jamais trop tard pour changer. Elle m'a regardé, incrédule. Vous ne me détestez pas. Non. J'ai pitié de toi. Et j'espère que tu trouveras ta propre paix. Nous sommes restés là encore un moment, dans le silence. Puis Laurence s'est levée. Je dois y aller. Mon train est dans 2 heures. Comment vas-tu vivre maintenant? Ai-je demandé. Je travaille comme vendeuse dans un magasin. Ce n'est pas grand-chose. Mais c'est honnête. Je me suis levée à mon tour. Lawrence. Oui. Henri t'aimait malgré tout. Ne l'oublie jamais. Elle a éclaté en sanglots et m'a serré dans ses bras. Je l'ai laissé pleurer contre mon épaule. Quand elle est partie, je suis restée sur la terrasse. J'ai regardé sa silhouette s'éloigner sur le chemin poussiéreux. Je ne sais pas si elle trouvera la paix. Mais au moins, elle cherche. Les saisons ont continué de défiler. L'été est arrivé avec sa chaleur écrasante et ses champs de lavande en pleine floraison. Puis l'automne est revenu, avec ses couleurs chaudes et ses vendanges. 1 an s'était écoulé depuis la mort d'Henri. J'ai organisé une petite cérémonie au cimetière de Lourmarin. Juste moi, quelques voisins qui m'avaient prise en affection, et le prêtre du village. J'ai déposé des roses blanches sur sa tombe, ses fleurs préférées. 1 an, mon amour. 1 an que tu es parti. Et je tiens le coup. Comme tu me l'as demandé. Le vent faisait bruisser les cyprès autour du cimetière. C'était un endroit paisible, baigné de lumière dorée. Ta leçon a porté ses fruits. Laurence est venue me voir. Je crois qu'elle a compris. Adrien? Je ne sais pas. Peut-être qu'un jour. J'ai caressé la pierre tombale. Je vis simplement maintenant. Dans notre petite maison.
Je cultive des tomates, des courgettes. J'ai même adopté un chat. Tu te rends compte? Moi qui ai toujours eu peur des animaux? J'ai souri à travers mes larmes. Il s'appelle Gaston. Il dort sur ton fauteuil préféré. J'espère que ça ne te dérange pas. Le prêtre s'est approché doucement. Il est temps, Geneviève. J'ai hoché la tête. J'ai embrassé mes doigts et les ai posés sur la pierre. Je t'aime, Henri. Pour toujours. En rentrant, je me suis arrêtée au marché du village. J'ai acheté des légumes frais, du fromage de chèvre, une baguette croustillante. Madame Blanc était là, à son stand de confiture. Alors, Geneviève, comment allez-vous? Ça va mieux. Vous avez bonne mine. Le soleil de Provence vous fait du bien. Oui. Je crois que j'ai trouvé ma place. En marchant dans les ruelles étroites, mon panier au bras, je réalisais que c'était vrai. J'avais trouvé ma place. Pas dans le luxe. Pas dans les appartements parisiens ni dans les comptes bancaires. Mais ici. Dans ce petit village. Dans cette maison simple. Entourée de gens gentils. C'était tout ce dont j'avais besoin. Ce soir-là, j'ai cuisiné une ratatouille. La recette qu'Henri adorait. J'ai mangé sur la terrasse en regardant le soleil se coucher derrière les collines. Gaston ronronnait sur mes genoux. J'ai repensé à tout ce qui s'était passé. Le tribunal. La révélation des dettes. Le choc sur le visage d'Adrien et Laurence. Y ne ressenteis ni joie ni regret. Juste une acceptation tranquille. Henri avait orchestré tout cela. Sa dernière volonté. Son dernier cadeau pour moi, la liberté. Liberté des possessions matérielles. Liberté de l'avidité. Liberté de vivre simplement. Quelques semaines plus tard, une lettre est arrivée. L'enveloppe était simple. L'écriture maladroite. C'était Adrien. J'ai hésité un instant. Puis j'ai déchiré l'enveloppe. Cher Geneviève. Je ne sais pas comment commencer cette lettre. Je ne suis même pas sûre que vous la lirez jusqu'au bout. Laurence m'a raconté sa visite chez vous. Elle m'a dit que vous aviez été gentil avec elle. Que vous l'aviez écoutée. Je ne comprends pas comment vous pouvez être si généreuse après ce que nous vous avons fait. J'ai mis du temps à l'accepter. Mais je réalise maintenant que papa avait raison. Nous ne méritions pas son héritage. Nous ne méritions même pas son amour. Nous l'avons abandonné quand il en avait le plus besoin. Nous ne sommes revenus que pour l'argent. Et au final, tout ce que nous avons reçu, c'est la leçon que nous méritions. Je ne vous demande pas de pardonner. Je ne vous demande même pas de répondre à cette lettre. Je voulais juste que vous sachiez que j'ai compris. Papa a eu raison de vous choisir. De vous protéger. Vous êtes une meilleure personne que nous ne le serons jamais. Adrian. J'ai replié la lettre lentement. Mes mains tremblaient légèrement. J'ai regardé la photo d'Henri sur la cheminée. Ils ont compris, mon amour. Talaken a function. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi d'un sommeil profond, sans cauchemar. 2 ans se sont écoulés depuis la mort d'Henri. 2 ans que je vis ici, dans notre petite maison de Provence. Ma vie est simple, mais pleine. Je fais partie de la communauté du village. J'ai mes habitudes, mes amis, mes rituels. Chaque matin, café sur la terrasse. Jardinage jusqu'à midi. Sieste à l'ombre des oliviers. Lecture en fin d'après-midi. Diner simple. Coucher tôt. Une vie tranquille. Une vie heureuse. Un jour de printemps, le téléphone a sonné. C'était Maître Valadier. Geneviève. Comment allez-vous? Très bien, maître. Et vous-même? Bien, merci. Écoutez, j'ai quelque chose à vous annoncer. Quelque chose qui pourrait vous intéresser. Mon cœur s'est serré un instant. J'espérais que ce n'était pas une nouvelle complication. De quoi s'agit-il? La liquidation judiciaire de Morel et Associés est terminée. Tous les actifs ont été vendus. Toutes les dettes ont été remboursées. D'accord. Il reste un petit surplus. 50 000 €. Légalement, cet argent revient aux héritiers, c'est-à-dire à Adrien et Laurence. J'ai fermé les yeux. Bien sûr. L'argent leur revenait. Y comprens. Mais, a continué Maître Valadier, Adrien et Laurence ont signé une procuration. Ils renoncent à cette somme. Ils demandent qu'elle vous soit versée. J'ai failli lâcher le combiné. Quoi?
Ils disent que c'est la moindre des choses. Que vous avez pris soin de leur père jusqu'au bout. Que vous méritez cet argent plus qu'eux. Des larmes ont commencé à rouler sur mes joues. Je ne sais pas quoi dire. Dites oui, Geneviève. Accept as. C'est leur façon de s'excuser. J'ai pris une profonde inspiration. D'accord. J'accepte. Quelques semaines plus tard, la somme a été virée sur mon compte. 50 000 euros. Ce n'était pas une fortune. Mais c'était suffisant pour sécuriser mes vieux jours. Pour faire quelques travaux dans la Bastide, rénover la toiture, rafraîchir la cuisine, planter de nouveaux oliviers. Pour vivre sans inquiétude financière. J'ai rédigé une lettre à leur intention. Cher Adrien et Laurence. Merci pour ce geste. Il signifie infiniment plus pour moi que la somme elle-même. Il représente votre chemin vers la rédemption. Votre compréhension de ce que votre père essayait de vous enseigner. Je veux que vous sachiez que je ne vous ai jamais haï. La haine est un poison qui ronge celui qui la porte. Henri ne voulait pas que je vive dans la haine. Et je ne veux pas que vous y viviez non plus. Vous avez reçu une leçon difficile. Mais nécessaire. Aujourd'hui, vous êtes libre de construire une nouvelle vie. Une vie fondée non sur l'avidité, mais sur des valeurs réelles, l'honnêteté, le respect, l'amour. Je vous souhaite le meilleur. Vraiment. Geneviève. J'ai posté la lettre. Et je n'y ai plus pensé. La vie a continué. Les saisons ont tourné. Automne aux couleurs chaudes. Hiver doux et lumineux. Printemps chargé de parfums. J'ai commencé à donner des cours de peinture dans la petite pièce attenante à la terrasse. Des retraités du village venaient chaque jeudi. Nous peignions les paysages du Luberon, les champs de lavande, les collines ocres, les cyprès élancés. Avec quelques voisins, j'ai créé un potager communautaire au bout du chemin. Nous partagions nos récoltes, tomates cœur de bœuf, courgettes, aubergines, herbes du jardin. Nous échangeons des recettes, des histoires, des rires autour d'un verre de rosé. J'ai même recommencé à voyager un peu. Des escapades courtes, une journée à Nice pour flâner sur la promenade des Anglais, un week-end à Marseille pour sentir l'iode et les odeurs de bouillabaisse, une après-midi à Avignon pour revoir le Palais des Papes. Rien d'extravagant. Juste des parenthèses qui rompaient la douceur de la routine. Et chaque soir, avant de me coucher, je regardais la photo d'Henri sur la cheminée. Merci, mon amour, murmurai-je. Merci de m'avoir appris que le bonheur ne se trouve pas dans ce qu'on possède, mais dans la façon dont on vit. Un jour, 3 ans après sa mort, un colis est arrivé. Pas d'expéditeur indiqué. Juste mon adresse écrite à la main. À l'intérieur, une photo encadrée. Henri et moi devant la fontaine de Trévi, à Rome. Nous sourions, complices, heureux. Au dos, une inscription manuscrite. À Geneviève. La femme qui a appris à notre père ce qu'était le vrai amour. Et qui nous a appris à nous ce qu'était la véritable valeur des choses. Merci. Adrien et Laurence. J'ai pleuré. Pas de tristesse. De joie pure. La boucle était bouclée. La leçon avait porté ses fruits. Le pardon avait été accordé. Aujourd'hui, j'ai 67 ans. 5 ans se sont écoulés depuis ce jour terrible où Adrien et Laurence ont franchi ma porte pour réclamer leur héritage. Je suis assise sur la terrasse. Un verre de rosé frais à la main. Le soleil se couche derrière les collines du Luberon. Gaston ronronne sur mes genoux. Mon jardin est en pleine floraison, lavande, romarin, rose ancienne. Tout est paisible. Tout est à sa place. Je repense souvent à cette période sombre. Au tribunal. À la révélation des dettes. Au choc sur leur visage. Parfois je me demande si Henri avait raison de faire ce qu'il a fait. Si sa leçon n'était pas trop cruelle. Trop dure. Mais ensuite je me souviens de la lettre d'Adrien. De la visite de Laurence. Du colis avec la photo. Non. Henri avait raison. Absolument raison. Il ne leur a pas infligé une punition. Il leur a offert une opportunité. L'opportunité de devenir de meilleures personnes. Et ils l'ont saisie. Laurence m'envoie une carte postale chaque année à Noël. Elle travaille maintenant comme infirmière. Elle a rencontré quelqu'un. Elle semble apaisée. Adrien s'est remarié. Il a 2 enfants. Il dirige une petite librairie à Lyon. Rien de spectaculaire. Mais il dit qu'il est enfin en paix. Ils m'ont invité plusieurs fois à leur rendre visite.
Je n'y suis pas encore allé. Peut-être un jour. Peut-être pas. Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'ils ont trouvé leur chemin. Qu'ils ont compris. Quant à moi, je vis ma vie tranquille ici, en Provence. J'ai mes amis. Mon jardin. Mes cours de peinture. Je ne suis pas riche. Je n'ai ni grande maison ni voiture de luxe. Mais je suis heureuse. Profondément. Sincèrement heureuse. Parce que j'ai compris ce qu'Henri essayait de m'enseigner. Ce qu'il a essayé d'enseigner à ses enfants. Que la richesse véritable ne se mesure pas en euros ni en biens matériels. Elle se mesure en moments partagés. En amour donné et reçu. En paix intérieure. Henri possédait des millions. Et il était rongé par le stress, les dettes, l'angoisse. Aujourd'hui, je possède peu. Et je suis heureuse. C'est ça, la vraie leçon. Le soleil a disparu derrière les collines. Le ciel est passé du rose au violet, puis au bleu nuit. Les premières étoiles scintillent. Je rentre dans la maison. Je prépare un dîner simple, salade du jardin, fromage de chèvre, pain croustillant. Après le repas, je m'installe dans mon fauteuil préféré avec un livre. Gaston saute sur mes genoux. Avant d'ouvrir les pages, je regarde une dernière fois la photo d'Henri. Bonne nuit, mon amour. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Merci pour cette vie. Merci pour la leçon. Dans le silence de la petite Bastide, je sens presque sa présence. Comme s'il me souriait. Fier de ce que je suis devenu. Je ferme les yeux un instant. Quand je les rouvre, Gaston me fixe de ses grands yeux verts. Allez, viens. C'est l'heure de dormir. Je monte à l'étage, Gaston sur mes talons. Je me glisse sous les draps. Par la fenêtre ouverte, j'entends les cigales chanter leur dernière chanson de la soirée. Je m'endors en souriant. Le cœur en paix. Parce que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Pas tout ce que j'aurais pu vouloir. Mais tout ce dont j'ai besoin. Et c'est la plus grande richesse qui soit. Cette histoire a été celle de Geneviève Lemaître. Une femme de 67 ans qui a découvert que la meilleure justice n'est pas la haine, mais la sagesse. Une femme qui a appris que donner tout peut signifier tout gagner. Une femme qui a compris que la vraie richesse se trouve dans la simplicité, l'amour et la paix intérieure. Et une femme qui, malgré la perte de l'homme qu'elle aimait, a trouvé le bonheur dans une petite Bastide de Provence, entourée d'oliviers et de lavandes. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement, de laisser un petit pouce bleu et de me dire en commentaire de quel coin de France, ou d'ailleurs vous nous écoutez ce soir. À bientôt pour une nouvelle histoire.